Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le. Connectez-vous. Hein, mettez-vous en ligne rapidement. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Partagez le direct qui était ici. Partagez le direct. Partagez le direct qui était ici. Partagez le direct qui était ici. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct qui était ici. J'espère que vous allez très bien. On ne va pas trop durer. On va aller droit au but. On ne va pas trop durer. On va aller droit au but. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle. L'homme qui n'a pas fourreau aux yeux. L'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi Boum Boum, Nesma Maurice 5 plein droit et Padrino Camari de Zoula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de l'Ukraine. C'est très important parce que ça fait un bon moment on n'a pas encore parlé de ça. Et donc nous allons en parler ce soir. Alors, sans trop tarder, nous allons entrer dans le but du sujet. Pour commencer, j'aimerais d'abord brosser cette histoire des ballons chinois qui survolent les États-Unis d'Amérique. Je dis bien, on va brosser un peu l'histoire des ballons chinois qui survolent les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la première fois. Même les ballons sont utilisés en Israël, par exemple, pour surveiller, pour avoir une bonne visibilité, pour aider les systèmes de défense aérienne, pour neutraliser les roquettes des Palestiniens. Donc, parce que, vous savez, les satellites sont très hauts. Et les satellites vont très vite. Donc, quand ça balaie une fois, il faut beaucoup de jours ou bien plusieurs heures encore pour qu'un autre satellite puisse venir balayer. Or, les ballons sont très lents ou bien les ballons peuvent être guidés et donc ça peut tourner dans un seul endroit sans que ça ne puisse aller ailleurs. Mais ceux qui lancent les ballons, ce sont des ballons qui sont munis de trucs, de capteurs, de caméras très puissants, comme les satellites et tout. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ils volent au-dessus de là où les avions de ligne passent. Donc, quand ça est à ce niveau-là n'appartient pas à un État. Ça est dans l'atmosphère. Est-ce que vous comprenez? Ça est dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas la propriété privée d'un État. Sinon, chaque satellite qui survole un pays allait être abattu. Parce que les Américains eux-mêmes, leurs satellites survolent des pays comme la Chine, la Russie et tout. Mais arrivé à un certain niveau dans l'espace, ça n'appartient plus à l'État en fait. Et donc, c'est là-bas chaque puissance met ses satellites pour surveiller les activités de son adversaire. Et donc, les ballons chinois qui survolaient l'Amérique, là où ces ballons étaient, leur hauteur, ça n'appartenait pas à l'Amérique. Bien vrai, ça est au-dessus de l'Amérique. Mais à un certain niveau, ce n'est plus un territoire américain. Ce n'est plus dans l'espace aérien américain, mais c'est une zone grise. C'est-à-dire que cette zone n'appartient à personne. Donc, ça est dans l'espace. Les Américains, ils font de même en Russie, ils font de même en Chine. Mais ils ont trouvé bon d'abattre ce ballon parce que pour eux, c'est anormal qu'ils se fassent espionner par d'autres puissances. C'est anormal que d'autres puissances sachent là où leurs sites stratégiques sont positionnés. Mais eux, ils se permettent d'aller espionner d'autres personnes. Si c'était les ballons américains qui avaient été abattus par une autre puissance étrangère, que ce soit la Russie, la Chine, la Corée du Nord ou l'Iran, mais ils allaient crier au scandale, comme quoi, où les ballons sont, ça n'appartient pas à truc, ça appartient à l'espace de tout le monde. C'est-à-dire, c'est comme la mer. On dit, la mer, il y a un endroit international qui n'appartient à aucun pays. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si un navire ennemi arrivait à cet endroit qui n'appartient à aucun pays. Et puis bon, un pays dit non, c'est proche de ma zone d'influence.
Même si ça ne m'appartient pas, mais puisque c'est proche de ma zone d'influence, moi, je détruis le navire. Et c'est ce comportement que les Américains ont eu, en fait. Voilà pourquoi les Chinois, ils se disent que, bon, eux, à leur tour, ils se réservent le droit de riposter. C'est-à-dire, au cas où les Américains enverraient un satellite au-dessus de la Chine, que ça soit dans l'espace aérien, que ça soit où, et que ça ne soit pas une zone chinoise, les Chinois se réservent le droit d'abattre ce satellite américain. Et donc, ils ont ouvert quelque chose qui peut-être demain va leur causer du tort. Parce que c'est eux qui aiment utiliser les satellites pour espionner les autres pays. Donc, ce ballon était muni d'un satellite. Il y avait un satellite dans ce ballon et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Mais les gens ne vous diront pas la vérité. Et d'ailleurs, ce ballon, ils n'ont pas vite détecté. Ça a traversé l'Alaska, ça a traversé le Canada, et c'est suite à ça ils ont détecté. Et quand ils ont détecté, c'est là maintenant ils ont fait la traçabilité d'où ça venait en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu, c'est une humiliation. Pour abattre ça, ils étaient obligés de faire survoler un avion F-22 truc Raptor pour abattre ça, un missile air-air. Le seul avion au monde qui abat des trucs, des ballons gonflables. C'est humiliant. C'est comme s'ils n'avaient pas de missiles capables d'atteindre ce niveau-là. Parce que c'est un niveau très haut, en fait. Donc, il faut une bonne technologie capable de bien viser depuis la Terre pour abattre ça. Peut-être ils ont ces difficultés. Voilà pourquoi ils étaient obligés de demander à un pilote de survoler, aller en haut, très haut, et de viser la balle pour laguer un missile depuis là-haut. Donc voilà un peu. Si ce sont des Russes, depuis la Terre, ils abattent ça. Avec leur système de défense, ils vont viser ça. Les Russes ont déjà abattu leurs propres satellites. Un seul missile suffit pour abattre ça. Ils n'ont pas besoin de prendre avion pour aller là-bas, chercher où est le ballon et puis viser ça. Non. Donc, ils sont forts sur papier, mais en réalité, voilà, la réalité les rattrape. Donc, on quitte ce côté-là. On quitte ce côté, les choses avancent sur le territoire ukrainien. Maintenant, on était nombreux, on se posait des questions. Pourquoi Poutine joue avec Zelensky? Pourquoi il n'éliminait pas Zelensky et qu'il le laissait? En fait, Zelensky, il est encore vivant parce que lui-même, il avait négocié avec la Russie pour ne pas que la Russie l'exécute, en fait. Oui, au début de l'opération spéciale, d'après les propos de l'ancien premier ministre israélien, Naftali Bennett, donc il vient de quitter le pouvoir, c'est maintenant Benjamin Netanyahu qui a pris le pouvoir. Donc quand il était au pouvoir, il dit quand Poutine a commencé les opérations spéciales, Zelensky était dans un bunker. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle du début des opérations où l'Ukraine et la Russie négociaient. Et il a dit pourquoi Poutine a lancé les opérations. Il dit c'est parce que l'Ukraine voulait coûte que coûte rentrer dans l'OTAN. Et pour Poutine, c'était hors de question. C'est ce qui a causé ce qui se passe en Ukraine. Parce que l'entêtement de l'Ukraine à vouloir adhérer au sein de l'OTAN, c'est ce qui a poussé Poutine à déclencher les opérations spéciales en Ukraine. Et que Zelensky l'avait envoyé. Il lui avait demandé d'aller demander à Poutine de ne pas l'éliminer. Et donc lui, il s'est déplacé d'Israël pour la Russie et il allait demander des garanties de sécurité pour Zelensky. Donc de là-bas, Poutine lui a fait comprendre que non, il met dans ses opérations, il ne va pas toucher à la vie de Zelensky. Et Naftali Bennett lui a dit, est-ce que tu me promets, tu me donnes ta parole? Il dit, oui, je te donne ma parole. Je ne vais pas toucher à Zelensky. Je ne veux pas sa mort et je ne vais pas le tuer. Et donc, il ne faut pas, il va s'inquiéter. Je ne le vise pas et tout. Et donc, Naftali Bennett, il dit, avant même de quitter la Russie, il a appelé Zelensky. Et Zelensky était dans son bunker. Et il a décroché, il lui a posé la question, es-tu sûr réellement qu'il t'a donné cette garantie? Il dit oui. Il dit, est-ce vraiment sûr? Il dit oui, ta vie n'est pas en danger.
tu peux faire tout ce que tu veux, ta vie n'est pas en danger. Et donc, suite à ça, lui, il a pris son vol pour aller en Israël. Et avant même d'arriver en Israël, Zelensky a fait une vidéo pour poster ça, pour dire lui, il n'a pas peur de Poutine. Après avoir obtenu cette garantie pour dire non, sa vie n'était pas en danger, lui, il fait maintenant une vidéo pour dire je n'ai pas peur de la Russie, je n'ai pas peur de Poutine. Et il poste. Maintenant, il sort de son bunker. Donc, voilà un peu, c'est le premier ministre, l'ex-premier ministre israélien qui, parce qu'il n'est plus aux affaires. Il a fait la passation de pouvoir à 100% dans la main de Netanyahou. Donc, du coup, il révèle maintenant ce qui s'était passé. Voilà. C'est lui qui a négocié la survie de Zelensky. En fait, c'est lui qui est allé là-bas pour demander des garanties pour ne pas qu'on tue Zelensky. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà un peu pourquoi Zelensky il va sur la ligne de front à l'est de l'Ukraine. Il fait des vidéos. Voilà pourquoi il sort, il fait des trucs. Et puis, là où il dort, ce n'est pas bombardé sa résidence, son palais. Rien n'est bombardé. La Russie ne vise pas là-bas. Parce que Poutine a donné sa parole. Donc, voilà un peu. Voilà pourquoi, depuis là, les Russes ne s'apprennent pas à lui. Mais qui prie Dieu pour que Poutine soit toujours là. Parce que si ce n'est pas Poutine et que c'est un autre Russe qui vient, la garantie que Poutine avait donnée aux Israéliens, ça ne sera plus la même. Lui qui va venir, il va violer les trucs, il va vouloir viser Zelensky. Donc, tant que c'est Poutine, il ne va pas vouloir lui faire du mal parce qu'il a donné sa parole d'homme. Maintenant, si Poutine quitte le pouvoir l'année prochaine parce qu'il y a élection, lui qui va venir, si la guerre continue toujours, alors sa vie serait en danger. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, je vous explique les faits. Alors, je vais vous donner le nombre de morts. Parce que ce que les gens disent, c'est différent de la réalité. Il faudrait que les gens le sachent. Est-ce que vous comprenez? L'Ukraine, depuis le début des opérations spéciales, l'Ukraine a perdu 157 000 militaires. 234 000 militaires ont été blessés. Donc, ils ont été mis hors de combat. Il y a eu 157 000 qui sont morts. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vais vous donner les mercenaires qui sont morts. Ils sont au nombre de combien? Les mercenaires. Voilà. Donc, il y a eu 234 morts. Côté instructeur militaire de l'OTAN. L'Angleterre et les Américains. Donc, le nombre total des Anglais et Américains qui sont morts en Ukraine, ils sont 234 personnes. Voilà, c'était des instructeurs qui étaient aux côtés des forces militaires ukrainiennes pour leur donner des instructions, comment ils devraient mener les opérations et tout sur le terrain de bataille. Donc, ils sont 234. Maintenant, il y a eu au total, tous les pays qui aident l'Ukraine, leurs soldats, il y a eu 2458 morts soldats de l'OTAN. Donc, il y a des forces spéciales de l'OTAN qui sont en Ukraine. Ils ont déjà perdu 2458 personnes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, du côté russe, la Russie a déjà perdu au moins 18 480 militaires. Donc, les Russes ont perdu 18 000 militaires déjà depuis le début des opérations militaires spéciales. Donc, voici les chiffres réels. Maintenant, ce que les gens vous donnent, ça et là, ce sont des mensonges. Donc, voici les vrais chiffres. Voilà, du jour. Alors, Bakhmut va tomber. Pourquoi? La Russie veut coûte que coûte conquérir le Donbass. Vous-même, vous le savez, c'est un enjeu très, très stratégique. Parce que le Donbass, avant que l'été n'arrive, tout est congelé. Comme on le dit, le Donbass. Il y a le fleuve Dniepr. Est-ce que vous comprenez? Poutine, son objectif, c'est de conquérir cette grande partie pour arriver jusqu'au niveau du fleuve Dniepr. Donc, quand ça va arriver au niveau du fleuve Dniepr, ça va créer une frontière naturelle. De la manière, ça a été au niveau de Kherson. Au niveau de Kherson, les Russes ont quitté la rive droite et ils se sont positionnés au niveau de la rive gauche. Et donc, il y a une frontière naturelle, c'est-à-dire l'eau. L'eau sépare la rive droite à la rive gauche.
Et donc, les Ukrainiens, ils sont bloqués. C'est-à-dire, l'eau qui est là, ça les bloque. Ils ne peuvent plus mener des opérations spéciales en traversant l'eau. Ça va être très coûteux en hommes et très, très difficile parce que pour traverser l'eau, il leur faut des trucs, des ponts potables. Hein, pour mettre ça sur le Dniepr et tout, c'est pas facile. Et si les Russes repèrent ces ponts, ils vont les détruire. Tout ce qui va se trouver sur le pont, tout va s'écouler dans l'eau. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas mener des opérations au niveau du Kherson. Alors, qu'est-ce que les Russes veulent faire? Vous voyez Zaporizhzhia, la ville de Zaporizhzhia est de l'autre côté du fleuve Dniepr. Donc, la ville est collée au fleuve. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? La pression qu'ils mettent jusqu'à quand ils vont arriver au niveau de Zaporizhzhia. Mais quand le temps va déjà, quand l'été va venir, les Ukrainiens ils seront obligés de fuir le fleuve de Zaporizhzhia parce que là où les Russes mènent les opérations, leurs offensives, ça va obliger les Ukrainiens, puisque les Ukrainiens ils vont constater que non, la ville de Zaporizhzhia est là, les Russes ils vont prendre une grande partie avant que l'été n'arrive. Donc s'ils ne quittent pas Zaporizhzhia, les Russes vont les coincer au niveau de Zaporizhzhia. Et donc, quand ils vont utiliser leurs artilleries pour détruire les ponts qui permettent aux Ukrainiens de quitter de l'autre côté de l'Ukraine pour arriver à Zaporizhzhia en traversant le fleuve Dniepr, mais les ponts qui vont leur servir de traverser, les Russes vont frapper ces ponts-là pour les détruire. Et donc, les Ukrainiens ils vont se dire, ah, s'ils détruisent ces ponts-là, nous allons être coincés dans la ville, on ne peut pas sortir de la ville. Et donc, du coup, conséquence, on risque de se faire éliminer ou bien faire prisonnier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir. De la manière, l'affaire de Lysychansk s'était passée. Et donc, du coup, pourquoi les Russes mettent la pression? Ils mettent la pression parce que c'est le moment opportun. Parce qu'il fait froid. Et donc, il y a des petits coups d'eau et tout. Et c'est le moment de les traverser pour mettre la pression. Pour que jusqu'à les Russes puissent coincer les Ukrainiens au niveau du fleuve. Et quand ils seront en bonne position, les Ukrainiens ne pourront plus mener d'offensive en été. Pourquoi? Parce que l'artillerie russe va maintenant surveiller les arrières des Ukrainiens. Quand les armes occidentales vont arriver en été, mais les Russes, il leur suffit de détruire les ponts qui sont de l'autre côté, qui traversent le Dniepr. Ils vont détruire ces ponts-là. Et donc, du coup, mais les chars ne vont plus traverser ce fleuve pour venir menacer les Russes qui vont occuper cette grande partie du territoire ukrainien qui sera sous leur contrôle. Est-ce que vous comprenez? Et donc, du coup, les Ukrainiens ils vont vouloir lancer des offensives. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir chercher des ponts portatifs. Et donc, les Européens seront obligés de faire des efforts, c'est-à-dire chercher leur truc au pont qu'ils ont pour faire truc. Les Russes vont repérer ça pour les détruire. Parce que ça va permettre à l'artillerie russe de mieux viser sans utiliser des missiles. Parce que les missiles, ça coûte cher. Donc, il leur suffit d'utiliser leur artillerie pour frapper ces ponts portatifs et tout. Voilà pourquoi les Russes mettent la pression dès à présent pour être en bonne position pour que leur artillerie puisse se rapprocher du fleuve Dniepr. Au cas où l'été arrive, ils vont détruire tous ces ponts qui permettent aux Ukrainiens qui sont de l'autre côté du fleuve de traverser le pont. Quand ils vont détruire tous ces ponts, les Ukrainiens seront en incapacité de lancer des offensives. Donc voici le plan en fait. Voilà pourquoi Poutine il veut que d'ici mars, son armée prenne une grande partie du Donbass. Une fois que c'est récupéré, mais ils vont être sur la défensive en fait. Ils ne vont plus mener d'opérations offensives. Ils vont être sur la défensive. Donc, vers le milieu du mois de mars, mais tout va commencer à se décongeler. Et donc, le fleuve va commencer à être décongelé. C'est à ce moment-là, les Ukrainiens vont vouloir mener des offensives. Maintenant, les Russes, ils seront en bonne position pour frapper les ponts, pour dire, bon, il n'y aura pas d'offensive. Donc, les Ukrainiens ne pourront plus avoir la capacité de mener des offensives. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu l'enjeu qui se passe. Voilà pourquoi les Russes mettent assez de pression sur le Donbass pour récupérer ça.
En ce moment, ils pouvaient lancer une opération spéciale vers Kherson. Mais s'ils mènent une offensive au niveau de Kherson, le fleuve est congelé, mais le problème, s'ils récupèrent Kherson, est que masse arrive, le fleuve va se décongeler. Les Ukrainiens aussi, ils vont maintenant lancer une offensive au niveau des trucs en Mykolaiv. Ça va être la même chose. Les Russes seront piégés de l'autre côté de Kherson. Donc, pour éviter ça, ils laissent les Ukrainiens, ils ne lancent même pas d'offensive au niveau de Kherson. Il leur faut Zaporizhia. Maintenant, s'ils prennent Zaporizhia, c'est fini. Il y a un fleuve encore qui est là. Donc, les Ukrainiens ne pourront plus lancer d'offensive au niveau de Zaporizhia. C'est le fleuve qui est un barrage, un truc naturel. Parce qu'au niveau de Kramatorsk et de Sloviansk, derrière ces villes-là, il y a aussi le fleuve, le Dniepr qui est là-bas. Donc, si les Russes arrivent à la porte de Kramatorsk et de Sloviansk, s'ils ne prennent pas ces deux villes, et que masse arrive, est-ce que vous comprenez? Masse arrive, et que tout commence à se dégeler, mais les Ukrainiens eux-mêmes, ils vont comprendre qu'ils ne pourront pas tenir ces villes. Puisque si l'offensive russe arrive, derrière eux, il y a l'eau qui passe. Ils vont dire, ah, si on n'y part pas tout de suite et que les Russes détruisent ces ponts-là, on est bloqué, on est pris au piège. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont évacuer les villes pour dire, bon, on va quitter les villes pour aller mieux se repositionner. Voilà pourquoi les Russes mettent la pression pour être proche de ces deux villes, Kramatorsk et Sloviansk. Comme ça, quand tout va dégeler, ils savent qu'ils sont maintenant en bonne position pour frapper l'arrière des trucs des Ukrainiens et les empêcher de traverser, à avoir tout renfort qui vont venir alimenter le front de Kramatorsk et de Sloviansk. Voilà pourquoi les Ukrainiens, ils ont compris ça. Voilà pourquoi ils ne veulent même pas laisser les Russes avancer. Quand je dis les Ukrainiens, je sais qu'il y a l'OTAN derrière et tout. Donc, ils défendent chaque centimètre carré. Même s'il faut perdre des milliers de soldats, ils perdent parce qu'ils comprennent l'enjeu en fait. Ils comprennent l'enjeu. Et ils se disent, ah, si on les laisse vite se rapprocher de là, on est foutu. Parce que si masse arrive, et que même ils ne prennent pas Kramatorsk et Sloviansk, ils vont nous empêcher d'envoyer des renforts dans ces villes parce qu'ils vont frapper l'arrière, les ponts. Parce que ces deux villes sont reliées au reste de l'Ukraine à travers des ponts, parce qu'il y a l'eau derrière et tout. C'est comme si la lagune, c'est comme vous prenez Makori Plateau, vous comprenez, non? Il y a la lagune là. Bon, il y a eu une oppression. Imaginons qu'une offensive, un pays mène une offensive au niveau du port Boué. Et ils veulent s'emparer de trucs de Trècheville. Est-ce que vous comprenez? Je vous mets entre le schéma pour que vous compreniez. Ceux qui connaissent Abidjan. Donc, il y a, par exemple, une offensive au niveau de Port-Boué, au niveau de Makori. L'objectif, c'est de prendre Trècheville. Mais derrière Trècheville, il y a Plateau. Bon, il y a deux ponts qui permettent aux gens de Trècheville de s'alimenter. C'est-à-dire, il peut y avoir des renforts au niveau de Plateau, au niveau de Cocody, pour leur venir en aide. Maintenant, si les gens de Trècheville ne défendent pas au niveau de Makori pour empêcher ceux qui quittent vers Port-Boué, pour dire non, 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 s'ils arrivent à Makori là, on est foutu parce que depuis Makori, ils peuvent bombarder les deux ponts, Trico Félix ou Boyer et Trico de Gaulle, et du coup, ceux qui sont au plateau, ils ne peuvent plus nous venir en aide. On ne peut plus avoir d'aide militaire. On ne peut plus avoir des trucs de renfort. Et donc, nous, les gens des trucs de Port-Boué, on sera piégés. Et donc, avant que les ponts ne soient détruits, chacun va se chercher. Ils vont dire replier, c'est chaud. Et c'est pour ça que les Ukrainiens, ils défendent chaque centimètre carré, en fait. Oui, la centrale est toujours tenue par la Russie. Et les Russes sont là, ils mènent des offensives au niveau des Zaporizhia pour s'accaparer de la grande ville, en fait. Parce que la centrale nucléaire de Zaporizhia n'est pas dans la grande ville de Zaporizhia, ça y est dans la région. Maintenant, eux, leur offensive, c'est de s'accaparer de la grande ville. C'est une ville qui est peuplée. Il y a 700 000 personnes qui habitent là-bas. Ce n'est pas une petite ville. Je n'ai pas dit 100 000. Il y a 700 000 personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, 700 000 habitants, un peu seulement, ça va faire 1 million d'habitants. Donc, c'est une très grande ville qui est très, très, très peuplée. Voilà. Donc, voici les villes qui sont peuplées. Il y a Kharkiv, il y a Kiev, il
y a Kharkiv, il y a Kiev, il y a Zaporizhia, et il y avait cette ville qu'ils avaient pris au début, où il y avait les Azovtal. Ce sont ces villes-là qui sont peuplées en Ukraine. Donc voici un peu. Malheureusement, ma batterie est déchargée. On parlera de ça la prochaine fois. Mais pour vous faire comprendre que Bakhmut, les Russes ont déjà pénétré au sein du Bakhmut. Au nord, est et au sud, ils sont déjà au centre-ville. Les combats se déroulent à l'intérieur de la ville. Voilà. Donc, ce n'est plus à la périphérique, mais au centre-ville. C'est là-bas que les combats se déroulent. Et les Ukrainiens, les voies qui leur permettaient d'avoir des renforts, les Russes, il y a eu une seule voie qui leur permettait. Les Russes sont déjà proches de cette voie. Donc, les Ukrainiens ne peuvent plus avoir de renforts. Parce que tout renfort qui vient, les Russes bombardent ça. En fait. Donc, du coup, ceux qui sont à l'intérieur de la ville, ils sont piégés. Soit ils se rendent, soit ils se battent jusqu'au dernier. Ou soit ils meurent. Donc, ils ont au moins 3 choix. Se rendre, combattre jusqu'à la fin, ou soit mourir. Donc, voici un peu ce qui se passe. Voilà pourquoi d'autres même, ils fuient. Ils ne peuvent plus envoyer des trucs, des chars. Non, non, non. Eux-mêmes, ils fuient. Ils marchent en train de courir, ils sont trop fatigués, ils sont épuisés. D'autres disent que c'est l'enfer. Donc les Ukrainiens, d'ici, ils vont dire, 4 jours, la ville va tomber. Parce que ceux qui sont restés là-bas, ils savent qu'ils sont entre la vie et la mort. Soit ils meurent ou soit en truc, ils se rendent. Et ceux qui ne veulent pas se rendre, ils vont combattre jusqu'au dernier. Donc d'ici 5 jours, c'est d'ici une semaine, vous allez voir la ville va tomber. Et Ougleda aussi. Ougleda, les Russes sont là verrouillés ça aussi. Donc, Ougleda après Bakhmut, Ougleda va suivre, ça va tomber. Et Seversk, donc c'est une autre ville. Les Russes ne sont plus loin de Seversk. Donc, après Bakhmut, ils sont à Sloviansk. Sloviansk n'est pas loin de Bakhmut en fait. Sloviansk, ça est peut-être à 60 km de Bakhmut. Donc, depuis là, l'artillerie russe peut frapper à Sloviansk et tout. C'est l'une des grandes villes et c'est la base même des Ukrainiens dans le Donbass. Donc vous allez voir, après Bakhmut, ils vont direction Sloviansk parce qu'il y a eu une grande autoroute qui va dans la ville de Sloviansk. Voilà pourquoi les Ukrainiens, ils veulent pas laisser la ville de Bakhmut tomber, mais déjà ça va tomber, puisque les Russes sont déjà à l'intérieur de la ville. Voilà. Donc Bakhmut va tomber, Ougleda, Seversk, et ils vont poursuivre leur offensive au niveau de Trikov, au niveau de Sloviansk, et il y a une offensive vers Zaporizhia. Donc, Poutine va atteindre ses objectifs. Qu'il pleut, qu'il neige, il va atteindre ça. Voilà, quelle que soit l'aide de l'OTAN ou quoi que ce soit, cette année-là, il va libérer tout le Donbass. C'est l'objectif que la Russie s'est fixé. Et cela va arriver. Voilà, donc, sur ce, on se laisse. La batterie est déjà déchargée. Et donc, peut-être, j'allais encore approfondir, vous faire part du chef de la CIA qui s'est rendu à Moscou pour demander à la Russie de prendre 20% de l'Ukraine et d'arrêter l'offensive et tout, mais Poutine, la Russie a refusé cette proposition. Donc les Américains demandaient aux Russes de prendre 20%, c'est-à-dire le Donbass, et d'arrêter l'offensive et trouver un terrain d'entente, mais les Russes ont refusé, ils ont dit non, pas question. Donc voilà un peu, voilà ce qui se passe, mais j'allais vous détailler ça. La prochaine fois, je vais rentrer en profondeur pour vous expliquer ce qui se passe. Ciao, on est ensemble. Le chargeur n'est pas là et puis il n'y a pas de truc, il n'y a pas de prise là où je suis, voilà pourquoi. Mais demain ou après-demain, je ferai une vidéo pour mieux vous expliquer. Ciao, on est ensemble. C'était l'incontournable. Qui a compris.